Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode du podcast Le Petit Club. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Marine, avec qui j'ai enregistré déjà le premier. Salut Marine. Salut Alexis. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, super. On est là normalement à peu près une demi-heure pour causer culture, de nos dernières découvertes, coups de cœur, etc. Ce que je te propose, c'est de commencer à attaquer direct. De quoi est-ce que tu as envie de nous parler cette semaine ? Eh ben écoute Alexis, j'ai pas mal lu de polars ces derniers temps. Une série que j'aime beaucoup, que nous avons ici à la bibliothèque, ça s'appelle Le Bureau du mariage idéal d'Alison Moncler. Donc pour l'instant, il y a 3 tomes publiés en français qui sont disponibles chez 10-18 et un 4e qui est sorti déjà en anglais. Donc la série continue. Ça se passe en 1946 à Londres, donc vraiment juste après-guerre. Et c'est un décor que j'ai trouvé très intéressant. Parce qu'on connaît souvent des polars ou même des romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Le Blitz de Londres, tout ça, il y a plein de romans qui parlent de ça. On connaît pas mal les années 50, voire 60 en Angleterre. La BBC a fait pléthore de séries sur le sujet. Mais juste 1946, la période où la guerre est finie, mais la vie n'a pas vraiment encore repris, parce qu'il y a encore les tickets de rationnement. Les gens n'ont pas encore tout à fait à manger, de quoi s'habiller, de quoi mettre de l'essence dans leur voiture. Donc c'est un univers qui est un petit peu en décalage et j'ai beaucoup aimé ce décor. L'autrice a fait énormément de recherches historiques. D'ailleurs, entre-temps, des lecteurs ont pointé des erreurs historiques à l'intérieur, donc elle fait des petits erratums. C'est assez chouette. Et donc on va suivre deux femmes. Iris Sparks et Gwendolyn Bambridge. Alors, elles viennent toutes les deux d'un milieu plutôt privilégié, même si Gwendolyn Bambridge, elle a épousé un aristocrate. Donc, on est vraiment sur une lady à l'ancienne, britannique. Pour les amateurs de The Crown, on est tout à fait dans cette dynamique-là. Et Iris, elle a été étudiante à Cambridge et elle a travaillé pour les services secrets pendant la guerre. Donc on a une veuve d'un côté, grande bourgeoise, grande aristocrate, et une femme plutôt active, un peu légère, un peu en décalage par rapport à sa société, qui se sont retrouvées à un mariage juste après la guerre et qui ont décidé de monter ensemble une agence matrimoniale. Ok. Voilà, sauf que les ennuis ne tardent jamais à les rejoindre et donc dans le premier tome, un de leurs clients est accusé de meurtre et pour éviter que leur entreprise coule à cause de la mauvaise publicité, elles vont décider de résoudre le mystère elles-mêmes. Iris Sparks et ses dons d'espionnage vont donner un petit coup de fouet à tout ça et c'est une série qui est vraiment extrêmement agréable. Du coup là, tu as déjà lu les 3 tomes ? Et même les 4. 4, pour être honnête. Et le 4e est excellent, donc j'ai hâte que les lecteurs francophones puissent le découvrir. L'écriture est vraiment, vraiment très chouette, avec beaucoup de finesse d'esprit, des dialogues qui rebondissent. Les 2 héroïnes sont formidables, elles se complètent, elles ont une relation amicale très forte et très touchante. Et en plus, les mystères sont toujours bien ficelés. Là, c'est une série terminée ou il y a une suite Non, il y a une suite, il y a un 5e tome qui est prévu en Angleterre pour, je pense, l'été 2023. Donc voilà. Ok, pour très bientôt. Ouais. J'en profite pour rebondir. Tu viens de parler de The Crown. J'avais pas prévu d'en parler, mais comme c'est une série que j'aime pas mal... ça peut être l'occasion d'en discuter. Je suppose que tu as regardé aussi. Alors non, pour le coup, moi je fais partie de ces gens qui ne sont pas du tout fascinés par la famille royale britannique. Moi, c'est pas forcément le cas, mais la série est vraiment plutôt pas mal foutue. Alors, j'ai pas encore vu. Là, il y a une nouvelle saison qui vient juste de sortir sur une plateforme qu'on connaît tous. Mais franchement, c'est une série qui est plutôt bien foutue. Avec, pour force, le fait que ça retrace vraiment l'entièreté de la vie, notamment de la reine Elisabeth II. Et du coup, son rôle est incarné par différentes actrices. J'allais te dire, je ne regarde pas, mais par contre, les 3 actrices successives, je les adore personnellement. Et la nouvelle, c'est Imelda Staunton. Et c'est une actrice que je recommande. Elle est... Alors, j'ai pas encore vu. Ça risque de me faire un petit peu bizarre au départ parce que pour moi, je l'associe tellement au rôle dans Harry Potter là. Ombrage. Voilà, professeur Ombrage, que ça risque de me faire un petit peu bizarre. Mais franchement, c'est une série qui vaut vraiment le coup. Je trouve ça assez bien écrit.
Ça se permet quand même de taper un petit peu sur les doigts de temps en temps de la famille royale, etc. Ça a d'ailleurs plusieurs fois fait polémique. On sait que la famille royale a réagi plusieurs fois à ce qui a pu nous être présenté dans la série. Alors moi, je ne suis pas historien, donc je ne sais pas à quel point la série a pris ou non des libertés. Mais d'un point de vue uniquement scénaristique, etc., franchement, plutôt réussi. Comme je te disais, il y a eu plusieurs acteurs et actrices qui ont incarné les différents rôles à différentes époques, donc on a tous nos saisons préférées. Moi, je sais que j'aime beaucoup la période intermédiaire où je me souviens plus de l'actrice qui joue Olivia, je vois sa tête aussi, mais Olivia, le prénom, et c'est celle qui jouait dans Broadchurch. J'ai pas regardé non plus. Ah, tu as pas vu Broadchurch? Il faut regarder Broadchurch. Et du coup, son conjoint est joué par Matt Smith à ce moment-là. Si je me trompe pas. Tobias Menzies? Quand elle est plutôt jeune, en fait. Ah, plutôt jeune. Alors ouais. non, c'est pas Olivia, c'est... Si je me trompe pas. Comment elle s'appelle? Ouais, j'ai plus en tête. Bon, c'est pas bien grave. Soit on mettra ça en description, soit les gens chercheront. Ou les auditeurs auront trouvé à notre place et seront en train de crier chez eux. Et moi, c'est toute une période que j'aime bien, notamment à ce moment-là, le personnage du roi, du coup, est pas mal développé. On voit sa vie de militaire aussi, puisqu'il a été dans la marine. Il est parti plusieurs fois, notamment sur une île un peu perdue dans le Pacifique, si je ne me trompe pas. Et tout ça, c'est quand même assez fascinant. Et l'autre intérêt, c'est qu'au travers de la vie de cette famille royale, en fait, on va retracer quand même l'histoire d'un pays qui a été marqué par des crises, des périodes un peu plus de prospérité, etc. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Du coup, tu parlais de The Crown. Et donc, dans la nouvelle saison, l'actrice... qui va jouer la reine, c'est Imelda Staunton. J'en profite pour rebondir grâce à cette actrice moi, je l'ai découverte dans un film, en fait, la première fois que je l'ai vue, c'était dans les années 2000. Un film où alors elle a un rôle qui n'a rien à voir avec ses rôles de méchante qu'elle a pu pas mal faire par la suite. À l'opposé du professeur Ombrage. Tu prends Ombrage, tu fais l'opposé et tu as ce rôle-là. C'est dans le film Vera Drake, qui est sorti en 2005 et qui est disponible à la médiathèque de Gwengat. C'est un film qui se passe en Angleterre aussi dans les années, alors je suis en train de regarder, dans les années 50 à Londres. Et en fait, Vera Drake est une avorteuse, mais pas du tout une bouchère. En fait, elle fait pas du tout ça avec un cintre à la barbare. Elle veut vraiment aider les femmes et elle va se retrouver prise, puisque c'est interdit, c'est un acte illégal, et donc elle va se retrouver dénoncée. Et c'est un très beau drame que je recommande, qui est qui est plein de sensibilité. Je pense que pour les gens qui avaient apprécié le film, les Magdalene Sisters, on est un peu dans cette même veine. Alors le sujet est pas tout à fait identique, quoique il y a quand même des passerelles entre les deux. Mais voilà, c'est un film qui m'avait énormément touchée et sa prestation avait été vraiment superbe. Et je crois qu'ils avaient gagné un Lion à la Mostra de Venise, où ils avaient gagné un prix pour ce film. Et donc c'est une grande actrice qui est capable de jouer des rôles extrêmement divers. Ce film, j'en ai même pas entendu parler, tu vois. 2005, ça remonte un petit peu. Bah ouais. Et c'était une grande découverte pour moi. J'avais été extrêmement touchée par l'histoire et puis par le jeu d'acteur. En fait, elle passait énormément d'émotions dans cette histoire. Ok. Alors là, moi, je vais basculer sur autre chose qui n'a absolument rien à voir. Je suis en ce moment sur un livre, alors que j'ai pas totalement fini, mais qui est vraiment hyper intéressant. Je vais essayer de retrouver l'auteur, parce que vous l'aurez compris, les noms, c'est vraiment pas ma grande spécialité. C'est un livre qui s'appelle Les Dissidents, et l'auteur, c'est Anthony Mansuy. Et en gros, pendant la période de crise de ces dernières années, en fait, il a réussi à infiltrer en quelque sorte des groupes un peu complotistes, etc. Et il a observé un petit peu tout ce phénomène, à la fois les leaders qui portent tout ça, qui composent en fait ces groupes, et notamment les différents types de groupes complotistes qui se définissent souvent comme dissidents. Et en fait, chaque chapitre va rentrer en quelque sorte dans une sphère un peu spécifique. Donc il va y avoir ceux qui mettent beaucoup de choses sur le dos de Bill Gates et ses fameux vaccins. Va y avoir tout ce qui se passe autour du monde du développement personnel et jusqu'où en fait ça va pouvoir aller.
Bref, il y a tout un tas de choses. Tous les ultra-partisans de Poutine et compagnie. Enfin, vraiment, il y a plein de groupes très différents. Et surtout, les liens politiques qu'il peut y avoir, comment se développent ces phénomènes, etc. Alors, j'ai pas tout fini, mais même si, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, je pensais maîtriser un petit peu le sujet, on en découvre des masses, quoi. C'est quand même du lourd. C'est du lourd, c'est un peu effrayant. On a l'impression que ça prend une ampleur qui est assez exceptionnelle aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux. Et c'est à se demander jusqu'où ça va aller, quoi. Faudrait que je regarde si on l'a à la médiathèque, celui-ci. Il essaye de décrypter un peu les mécanismes, comment on devient complotiste ou pourquoi on choisit tel complot plutôt qu'un autre. En fait, il est parti de pas mal de choses et il a réussi à tracer en fait, des liens entre différents mouvements qui, de base, n'avaient peut-être rien de complotiste et qui, par un rejet des fois des politiques, etc., ont pu facilement tomber dans des choses. Le rôle notamment de certains leaders en fait, qui se servent de certains discours pour rassembler autour d'eux, des fois les enjeux économiques qu'il y a aussi autour de ça, etc. Ouais, alors le terme c'est pas forcément toujours gourou parce que on a certainement tous en tête des noms d'artistes ou de politiques qui ont surfé ces derniers mois et ces dernières années sur une contestation qu'on peut des fois trouver légitime pour attirer autour de soi, etc. C'est assez édifiant. Je vais regarder si on l'a à la médiathèque. Je suis pas sûr parce qu'il est sorti quand même assez récemment. J'ai pas l'impression qu'on l'ait, mais vous le trouverez normalement assez facilement et je le mettrai très certainement en suggestion pour mes collègues parce que c'est vraiment un livre que je trouve d'utilité publique, notamment dans le contexte actuel, quoi. Voilà. C'est toujours intéressant. Ouais. Je vais rebondir sur du polar parce que je t'ai dit que j'avais pas mal de polar en ce moment. Donc voilà, j'ai carrément. pas mal de choses à proposer. Un livre de la rentrée littéraire, c'est La leçon du mal de Yosuke Kishi, publié chez Belfond. On l'a à la bibliothèque. C'est un roman policier japonais, comme vous l'aurez sans doute deviné. Il a été décrit pas mal par la presse comme un American Psycho à la japonaise. On est dans un lycée privé, le Shinko Gakuin à Mashida. Et on va suivre Azumi, qui est un professeur extrêmement charismatique, brillant, aimé des élèves. Mais ce professeur est aussi un grand psychopathe qui adore manipuler son monde, qui se sert des secrets des élèves contre les professeurs, des secrets des professeurs contre d'autres professeurs. Voilà, il aime jouer au maître d'échecs et en fait, il va se faire percer à jour par 3 élèves. Et comme lui est un psychopathe, il n'a aucun problème à se dire qu'il va se débarrasser des élèves qui l'encombrent. Il y a une espèce de course, de traque qui se met en place entre ces élèves et ce professeur. C'est passionnant, c'est très bien écrit. Et on a... moi, ce que j'aime, c'est un peu comme quand on lit un polar... un polar nordique parce qu'on a un petit bout de la société en fait qui se dégage. J'aime beaucoup la culture japonaise, c'est un domaine qui m'intrigue, je lis pas mal de mangas. Mais dans les mangas, il y a toujours un côté, souvent si on lit un manga fantastique, c'est une sorte de Japon un peu fantasmé. Même chez Miyazaki, on a beau aimer, il y a quand même un petit côté fantasmé, il y a un prisme très fort. Là, on est vraiment dans le réel, donc c'est aussi intéressant et c'est parfois très déstabilisant. Alors, tous les noms japonais qu'il faut retenir et se dire « Ah oui, ça, c'est tel prof ». Oui, il y a un prof de sport qui s'appelle Sonoda et un autre prof de sport qui s'appelle Sanada. Donc, il faut les retenir, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un peu un challenge pour le lecteur de se dire « Voilà, je rentre dans un univers qui n'est pas le mien ». Et puis, c'est comment fonctionne un lycée privé japonais. Parce que c'est le décor, en fait. Donc, les responsabilités, et autant on peut comprendre les passerelles avec l'environnement allemand ou anglais, c'est vrai que le fonctionnement japonais n'est pas le même que le nôtre. C'est un petit peu différent, oui. Voilà, c'est un peu différent, et c'est aussi intéressant parce que le polar en soi est très bien, et puis comme ça ne se passe pas dans notre culture, ça nous dépayse en même temps. Et c'est ça qui me plaît pas mal, c'est que j'ai l'impression d'avoir un double qualité, à la fois un très bon polar psychologique, parce que c'est vraiment très bien. Ça démarre assez lentement par touches successives, et puis ça s'accélère, donc c'est vraiment bien.
Ouais, En même temps, c'est je fais une très plaisant. petite recherche parce qu'il y a quelques mois, j'avais regardé des films policiers japonais que j'avais trouvé très très chouettes et j'arrive pas à remettre. La main dessus. Ouais, alors je sais pas si c'est la main, mais à remettre le cerveau dessus là. Il y en a notamment un, je vais le retrouver, hein. Là, je suis en train de balayer la liste des films que j'ai regardés cette année. Euh, on va suivre une enquête parce que notamment des jeunes japonais vont par groupe commencer à se suicider en sautant sous le métro, en sautant d'une fenêtre, etc. Et comme en fait ils décident de sauter d'eux-mêmes, visiblement, qu'est-ce qui explique ça, d'où ça vient? C'est un film qui est hyper intriguant, alors qui part dans sa deuxième moitié un peu dans tous les sens, mais ça fait aussi partie du charme de ce film. Et j'arrive pas à remettre la main sur le titre. Là, je suis en train de rebalayer tout ça. Et le deuxième, c'est un polar aussi un peu classique japonais, un film des années 90, si je me trompe pas. Ça te dira peut-être quelque chose. Le symbole du film, c'est une espèce de rond rouge avec une grosse croix. C'est un titre genre The Cure ou quelque chose comme ça. Ah oui. Euh, Et comme par hasard, je vais pas réussir à retrouver, hein. Tu n'as pas mis ton sens critique à jour, Alexis? En fait, si, mais comme cette année, j'ai vu quasi 300 films, là, je suis en train de faire la liste des 300 films. 300 films, mesdames et messieurs. Comme c'est pas forcément ce que je comptais aborder dès le début, bon, tant pis. Au pire, Tu n'avais pas noté. je mettrai ça dans la description. Si, normalement, ils sont là, mais c'est dommage. Ça reviendra. Je mettrai ça dans la description. À mon avis, ça pourra plaire à un certain nombre d'entre vous. Les Coréens sont très bons pour les films policiers aussi. Carrément. Ils arrivent à créer une ambiance particulière, un peu un brin film noir. C'est souvent impressionnant. C'est un vrai dynamisme et qui change un peu du polar à l'américaine. Et là, c'est ce que j'aime bien dans la leçon du mal d'Uzuke Kishi, c'est qu'on sent tout de suite qu'on n'est pas ni dans un polar nordique, ni dans un polar américain à la Elroy. C'est encore un autre type de roman policier. Pour le coup, pour moi, c'est assez rafraîchissant et je le recommande. Voilà. Bon, impossible pour moi de remettre la main dessus. Du coup, je vais vous parler d'un film que je viens juste de voir, alors qui n'est pas encore sorti, mais je vous en parle parce que je sais qu'on l'aura très rapidement sur la médiathèque numérique. C'est le dernier film de Quentin Dupieux. Et je sais que sur la médiathèque numérique, généralement 6 mois après la sortie au cinéma, on a toujours les derniers films de Quentin Dupieux. Donc moi, c'est un réalisateur que j'adore. Certains le connaissent peut-être plus pour sa carrière musicale sous le nom de Monsieur Oiseau. Et au cinéma, c'est le réalisateur de Rubber, par exemple. C'est lui qui a fait Réalité avec Alain Chabat. Il a fait Mandibule, dont j'ai parlé dans un podcast. Bref, plein de films qui sont très très chouettes. Et là, il débarque au cinéma depuis quelques semaines avec un film qui s'appelle Fumer fait tousser et qui, une fois de plus, est complètement délirant et barré, dans lequel on va suivre une espèce de brigade de sauveteurs du monde qui parodie un petit peu les Power Rangers et les Bioman et compagnie. Et donc, cette brigade s'appelle la Tabac Force et en fait, ils utilisent le pouvoir du tabac pour lutter contre leurs ennemis. Mais bien évidemment, eux sont totalement contre le tabac puisque fumer fait tousser, quoi. C'est une comédie, j'imagine. Ouais, en fait, c'est complètement fou, mais c'est pas qu'une comédie. Et c'est ça que je trouve génial, en fait, avec le cinéma de Quentin Dupieux, c'est que très souvent, caché derrière des comédies, le réalisateur arrive vraiment à aborder des thématiques qui sont, elles, plus lourdes, etc. Et je trouve qu'il arrive toujours aussi à tirer quelque chose de ses acteurs qu'on n'arrive pas à avoir avec d'autres réalisateurs. Notamment, lui, il adore Alain Chabat. Alors là, ce qui est assez génial dans ce film, c'est que il se sert d'Alain Chabat non pas comme acteur physique, mais il va en fait doubler une espèce de marionnette qui ressemble à une espèce de rat qui bave. C'est super drôle. Et en fait, ne vous attendez pas du tout à un film de super justiciers qui vont affronter des méchants parce que à chaque fois, il nous prend un peu à contre-pied. Et là, en fait, le film commence avec un affrontement contre une espèce de marionnette de tortue, un peu comme les méchants qu'il y a dans les Power Rangers, quoi, mais là, en version un peu miniature. Enfin, c'est absolument ridicule.
Mais tout le principe du film, c'est que leur espèce de sensei, cette fameuse marionnette de Rakibav jouée par Alain Chabat, va leur dire que la cohésion d'équipe n'est plus aussi incroyable que c'était le cas à une époque, et du coup, qui va les envoyer en espèce de retraite, de séminaire, pour retrouver un esprit d'équipe. Et les 3/4 du film, en fait, ça va être des histoires d'horreur qui vont se raconter les uns et les autres autour du feu. Mais des histoires qui sont complètement absurdes. Et du coup, chaque histoire, on va la visualiser et elle va être jouée là aussi par d'autres acteurs. Et franchement, le casting est quand même assez impressionnant parce que parmi les espèces de super-héros, il y a Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, etc. Et dans les scénettes, on va avoir, alors j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et à chaque fois je vous dis que je ne sais pas prononcer son nom, Adèle Exarchopoulos, celle qui joue dans La vie d'Adèle, etc. On va avoir Jérôme Niel. Xavier Niel, c'est Jérôme Niel, le gars qui faisait des vidéos sur YouTube, etc. Bref, il y a quand même un sacré casting et tous hyper convaincants. Et je peux déjà m'engager sur le fait que ce sera très rapidement disponible. Je pense qu'on l'aura en DVD, c'est quasi sûr, vu qu'on a quasi tous ces DVD, et sur la médiathèque numérique. Alors moi aussi, j'ai fait un truc un peu barré. Alors c'est pas un film, c'est un jeu vidéo. Ok. Voilà, j'ai été tentée par une amie, on a joué à Overcooked. Ah oui, trop bien. Si, voilà, tu connais. Et tu sais à quel point c'est un peu débile, mais extrêmement drôle. Ouais, c'est trop cool. On incarne un petit cuisinier au royaume oignon, avec le roi oignon. Et quand vous commencez le jeu, le royaume est dévasté par un horrible monstre affamé qu'il faut nourrir. Et évidemment, les cuisiniers ne sont pas assez rapides. Et le roi oignon, tout dépité, décide de nous renvoyer dans le passé pour apprendre à cuisiner le plus vite possible pour sauver le royaume. Et donc, c'est un petit jeu de cuisine, en fait. Vous avez des commandes qui tombent et il faut faire les commandes. Donc, une soupe à la tomate, il faut récupérer sa tomate, la couper, la mettre au feu. Attention à ce que ça ne prenne pas feu. La servir et laver les assiettes et on recommence. Sauf que c'est un rythme effréné. Alors, il se joue tout seul. On peut jouer tout seul. Il y a un système de jeu. Mais c'est quand même beaucoup plus rigolo à plusieurs. C'est clair. Et plus on est de fous, moins on y arrive en général. Mais par contre, plus on rit. Plus on rit. Et nous, on a testé à 2. Et alors, à 2, c'est extrêmement drôle. Il faut avoir une énorme cohésion d'équipe, bien discuter. On peut se balancer les ingrédients à la tronche pour se les envoyer d'un bout à l'autre de la cuisine. Et il faut savoir qu'à chaque niveau, la configuration de la cuisine change. Et puis, comme c'est pas suffisant, parfois, il y a des piétons qui passent, des trains. Parfois, vous êtes bloqué par de l'eau et vous êtes vraiment chacun dans votre coin, sauf qu'il y en a un qui a le couteau et l'autre qui a l'ingrédient. Donc, il faut apprendre à viser son partenaire pour lui envoyer la tomate dans la figure pour qu'il puisse la couper. Enfin, c'est assez n'importe quoi. Par contre, on rigole bien. Mais un petit conseil, il faut pas jouer le soir parce que sinon, on n'arrive pas à dormir derrière. Et c'est surtout que les voisins vont pas apprécier les cris. Ouais, c'est un peu un jeu coopératif, mais où on finit tous par se détester parce qu'un tel nous a pas apporté la salade assez vite pour qu'on puisse la découper. L'autre a fait tomber les trucs, du coup le plat il a cramé. Sachant que des fois il y a des recettes qui varient aussi, si je me souviens bien. Oui, t'as pas les mêmes recettes à chaque fois. Et je sais pas si t'as eu l'occasion déjà de jouer aux 2 ou pas du tout. Alors moi j'ai joué un peu au premier et puis au petit supplément qui s'appelle Rap de garniture. Ah, je l'ai pas fait Cuisine celui-ci. du monde. Alors là j'ai commencé par là, donc avec des niveaux bien corsés comme il faut. Et non, j'ai pas joué aux 2. Parce que dans le jeu, dans le deuxième, c'est assez génial parce que t'as des niveaux de lave aussi où des fois les cuisines elles se scindent en deux. Comme si elles étaient chacune dans un wagon et il faut attendre qu'elles se recollent l'une à l'autre pour pouvoir se passer des choses et tout. C'est horriblement génial. C'est clair que c'est un jeu qui est hyper efficace. Et à la médiathèque, on les a sous plusieurs plateformes. On les a en Switch. Je crois qu'on les a aussi en PS4, il me semble. On doit avoir ça. Et on a le 1, le 2 et celui qui s'appelle Overcooked All You Can Eat, qui regroupe le 1, le 2 et le bonus rap de garniture dont je parlais. Donc c'est assez sympa si vous voulez tester. Mais on conseille plutôt à 1. Le gameplay est intéressant à 1 parce qu'en fait on peut switcher d'un personnage à l'autre. Ils ont quand même réfléchi à la chose. C'est sympathique, mais c'est quand même très dur tout seul. Et c'est plus stressant qu'autre chose. À jouer à 2, à 3, à 4, et puis là après, plus on est de fous, plus on rit. J'ai retrouvé le titre d'un des films dont je parlais tout à l'heure, celui avec la Croix-Rouge. Ouais. C'est un film qui s'appelle Cure, C-U-R-E. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celui que je crois que j'ai dit The Cure tout à l'heure, comme le groupe. Et le réalisateur, c'est Kiyoshi Kurosawa.
Dans le polar japonais, c'est un peu considéré comme un classique. L'autre, là, je ne le retrouverai pas parce que ça fait plus de temps que je l'ai vu. Mais très bien aussi, je mettrai la ref en description. Moi, je dois t'avouer que dernièrement, j'ai pas énormément joué aux jeux vidéo. Le dernier jeu que j'ai pas mal apprécié, je pense pas en avoir parlé dans le podcast. Je crois que j'ai dû le mettre dans mes coups de cœur de l'année pour la petite brochure qui sortira dans les médiathèques. C'est le jeu Tortue Ninja qui est sorti cette année. Donc Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. Voilà, ça c'est du titre. Le titre est un peu long. En gros, moi, ce qui me plaît dans ce titre, c'est que j'ai l'impression de retourner un petit peu fin des années 80, début 90, à l'époque de la Super Nintendo. On est sur un beat'em all, c'est-à-dire qu'en gros, on joue un personnage qui avance dans des niveaux en vue de côté. Et il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et il va falloir les affronter. Un petit peu à la... qu'est-ce que je pourrais te citer dans... Décidément, aujourd'hui, les titres ne viennent pas. C'est un petit club à trous, mesdames et messieurs. C'est ça, le classique de la Mega Drive, Street of Rage. Voilà. Ah oui. C'est un peu dans ce délire-là. Et en fait, il y a déjà eu à l'époque un super jeu Tortue Ninja dans ce style qui s'appelle Turtle in Time. Et donc là, on est un petit peu dans cette recette. Donc on peut incarner n'importe laquelle des ninjas qui a chacune des spécificités. Celle qui a des sabres, celle qui a son bâton. Je crois qu'il y a des nunchaku et l'autre, c'est des espèces de couteaux. Et on va affronter du coup des vagues d'ennemis, donc la Ligue des Ombres, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien. C'est pas hyper innovant, mais ça permet aussi de faire revenir un genre de jeu qu'on voit plus du tout en fait. C'est plus spécialement la mode de ce genre de jeu. Celui-ci est hyper efficace et notamment, moi ce que je vais apprécier dedans, c'est la partie multijoueur qu'on peut faire en local ou en ligne. En local, c'est encore mieux. Et là, on peut chacun incarner une tortue et affronter les ennemis. C'est très très cool. Donc je vais pas redire tout le titre. Je vais dire TMNT pour les Tortues Ninja, quoi. Shredder's Revenge. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres petites choses ? Ouais, j'ai regardé une série. Alors, je suis un peu en retard par rapport à plein de gens, je pense. Mais je l'ai prise là. Ça s'appelle Anne with an E. C'est disponible sur une plateforme connue, mais aussi en DVD. On les a à la bibliothèque. C'est adapté d'un classique de la littérature jeunesse canadienne. Ok. Donc, pour changer, après l'Angleterre et le Japon, on part au Canada avec moi. Vous connaissez peut-être le titre classique de la série de romans qui s'appelle Anne of the Green Gables, Anne de Green Gables, qui a été republié il n'y a pas très longtemps chez Monsieur Toussaint Louverture en français. Il y a 6 volumes, on suit Anne de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc cette saison, il y a 3 saisons de Anne with an E, et on suit une petite orpheline qui s'appelle Anne Shirley, qui va être adoptée par un couple, un frère et une sœur au Canada, dans une ferme qui s'appelle Green Gables, et dans une île à Avonlea, dans le Grand Nord. Et donc, c'était pas du tout prévu qu'ils adoptent Anne, mais finalement, elle est arrivée dans leur vie, puis elle est restée. Et c'est sa vie dans ce village. Et Anne, c'est un personnage. C'est vraiment un personnage. Elle est exubérante, elle est pleine de vie, elle a une imagination débordante, elle a une façon de s'exprimer très dramatique, avec des très longs mots. C'est extrêmement drôle, mais aussi extrêmement touchant, parce qu'elle a une histoire... Avant d'arriver chez les Cuthbert, elle a une vie pas facile. Donc c'est un personnage qui est très touchant. Et c'est son intégration dans cette société qui est quand même très codée, très normée, avec des gens qui sont là depuis très longtemps, des vieilles familles. Et c'est son intégration là-dedans, ses amitiés avec Diana Barry, avec le jeune Gilbert Blythe. Et voilà, et on suit ces petites aventures au Canada. C'est très frais, on rigole, on a aussi la petite larme de temps en temps, parce que voilà, Anne, elle est très touchante et elle nous embarque avec elle dans son univers. Donc je vous recommande et la série et les romans. Et il y a une série très connue qui a été faite dans les années 80. Donc moi, celle dont je vous parle, c'est la dernière qui est sortie, je crois, en 2017-2018, elle s'est finie. Et il y avait une très connue dans les années 80, canadienne. Donc ça, c'est une très jolie découverte. Eh ben moi, la dernière série que j'ai bien aimée,
C'est la série qui retrace un petit peu la carrière de Orelsan. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. La série s'appelle Montre jamais ça à personne. Mm. Et en fait, c'est hyper chouette. Alors, la série n'est pas parfaite, mais ça vaut quand même vraiment le détour, notamment si vous aimez bien Orelsan, mais pas que. Parce que, en fait, dès ses tout débuts, Orelsan, quand il commence à faire un petit peu de musique dans sa chambre d'ado, etc., son frère y croit dès le début. C'est-à-dire que, alors qu'à l'époque, c'est pas forcément une flèche, il n'y a aucun indicateur qui semble montrer que ça va marcher pour lui. Il passe plus de temps à traîner sur son ordi et à regarder des dessins animés qu'à faire de la musique. Mais son frère y croit et du coup, il investit dans un caméscope pour le filmer. Et du coup, depuis une quinzaine d'années, si ce n'est plus, son frère a filmé toute l'évolution d'Orelsan, quoi. Et je pense que c'est la première fois qu'on a ça pour la vie d'un artiste, c'est-à-dire que souvent les artistes, on commence à les filmer une fois que ça marche, et là on voit tout le processus de ses débuts, donc les premières musiques, les premiers clips, les rencontres avec les potes, les échecs, les réussites, etc., jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire même plus que allez, on va dire un roi du rap, c'est qu'aujourd'hui c'est carrément un chanteur que tout le monde connaît en France, quoi. Qui fait des hits, qui passe partout dans les mariages et compagnie. Et donc toute la première saison s'attarde du coup sur toute cette évolution qui va en gros, je crois qu'au début Orelsan il doit avoir 19, 20 ans quelque chose, jusqu'à plus de la trentaine, quoi. Et la deuxième saison c'est tout le processus créatif de son dernier album qui est documenté, et notamment pendant la période Covid. Donc quand est-ce qu'on est enfermé chez soi, dans son studio, est-ce qu'on réussit à trouver l'inspiration ? Comment est-ce qu'on arrive à faire un nouvel album alors que le précédent, ça a été un succès monumental, et quelle pression est-ce qu'on a ? Quelles sont des fois aussi les facilités qu'on peut avoir peut-être pour obtenir un featuring avec un artiste, etc. Et en fait, c'est un regard quand même sur le monde de la musique et sur l'évolution d'une des personnalités musicales les plus populaires de France qui est quand même assez génial. Les seules petites réserves que j'aurais sur ce docu, on en parlait la dernière fois, moi ce que j'aime pas trop dans les documentaires, c'est quand on fait des interviews des proches qui commentent un petit peu tout et qui vont dire « Non mais moi depuis le début j'y croyais, etc. » Alors là c'est pas du tout ce ton-là, mais il y a quand même à chaque fois les interviews du mec du label, de certains de ses potes, de certains de ses proches, d'autres artistes avec qui il a collaboré, donc ça peut être Angèle, ça peut être... Stromae et d'autres artistes comme ça. Ça, c'est peut-être pour moi un petit peu la petite faiblesse du docu. Je trouve que juste les images d'archives, les unes après les autres, peut-être commentées par-dessus par le frère, parce qu'il commente en fait souvent un petit peu par-dessus, ça aurait été suffisant. On n'avait peut-être pas forcément besoin de toutes les interviews. Alors de temps en temps, on apprend quand même des petites choses. C'est quand même rigolo de voir comment il est perçu à la fois par son entourage, mais aussi par d'autres acteurs du milieu. Mais c'est pas la partie la plus intéressante. Donc ça, franchement, ça vaut vraiment le détour de voir l'évolution en fait d'un artiste comme ça, qui est quand même passé par des périodes pas toujours faciles. Il y a eu l'époque où il y a eu la grosse polémique autour d'un de ses titres. Il avait pas mal d'associations féministes qui avaient dénoncé un de ses titres. Les politiques avaient commencé à s'en emparer jusqu'à ce que à l'Assemblée nationale, on commente carrément l'existence de sa musique, est-ce qu'on doit continuer à la voir dans les festivals ? Enfin, ça avait pris une ampleur qui était quand même assez colossale, pour que finalement, aujourd'hui, il soit quand même reconnu à la fois par le public, mais aussi par le milieu, vu que à chaque fois qu'il sort un album, il reçoit maintenant des statuettes, etc. Enfin, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai retrouvé le titre de l'autre film pour lequel j'ai dit que je ne trouverais pas, sur les jeunes qui se suicident. Et en fait, le titre n'est pas très compliqué vu que le film s'appelle Suicide Club. Et juste le synopsis, il fait une ligne, mais il donne trop envie. Et c'est ça qui a fait que j'ai regardé ce film à l'époque. Alors, je ne l'ai pas regardé en 2001. Je l'ai regardé il y a quelques années, mais j'étais tombé un peu par hasard dessus. Tokyo, le 26 mai 2022, 54 lycéennes se jettent sous le métro. Les inspecteurs Kuroda et Shibuwasa sont chargés de cette délicate affaire. Et en fait, ça part juste de ça. Alors comme je disais, c'est particulier.
C'est pas à mettre entre toutes les mains, à mon avis. Là, j'ai pas l'info, mais je crois que le film doit être déconseillé au moins de 16. Un peu sanglant par moment. Mais c'est du lourd et c'est le genre de film, on se dit, ça peut être fait que au Japon. Est-ce que tu as envie de finir par quelque chose ? Je vois que ça fait quasi 35 minutes qu'on discute, ou on peut s'arrêter là, à toi de voir. Je vais me réserver pour la prochaine fois. Pas griller toutes les cartouches d'un coup. D'accord. Bon, en tout cas, c'était très chouette d'enregistrer. Ouais, c'est toujours chouette. On vous remercie de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt, soit pour un club, soit pour un petit club. Et à la prochaine, Marine. À la prochaine. Salut. Salut.